Kasparov, le champion du monde d'échecs, a été piqué au vif lors de sa défaite en 1997 face à la machine Deep Blue. Alors il a inventé une nouvelle branche d'échecs, les tournois hybrides. Dans ces tournois, l'humain ne lutte plus contre des machines, ce sont des équipes d'hommes utilisant des ordinateurs qui luttent les unes contre les autres. Chacun est libre d'utiliser l'ordinateur comme bon lui semble. Qu'observe-t-il? L'humain possédant un QI supérieur, c'est son cas, plus un mauvais processus est battu par l'ordinateur. L'humain doté d'un QI dans la norme, c'est mon cas, plus un bon processus bat l'ordinateur. Le surhomme ne gagne plus, le supercalculateur non plus. Ce qui fait la différence, c'est le processus, la façon d'utiliser l'algorithme, pas l'algorithme lui-même. Kasparov conclut que l'avenir fera émerger des centaures, ces créatures mi-homme mi-cheval de la mythologie grecque. L'entreprise qui gagnera sera celle qui saura créer la meilleure association homme-machine, pas celle qui aura les machines les plus puissantes. Venons-en à Damoclès et Excalibur. Les DRH continuent de traquer les surhommes. À notre connaissance, peu ont en tête de recruter des centaures. Notre processus épais, énergie, projet, éthique, efficience, offre à tout manager la possibilité d'hybrider 240 combinaisons ADN potentielles. Ce seront autant de voies managériales nouvelles pour raviver l'engagement collectif. Votre prochain concurrent sera une entreprise composée de centaures. Êtes-vous prêts? Voici notre sommaire. En 7 points, nous envisagerons votre futur de manager dans un monde sous IA générative. 1. Vous, centaure, dirigerez l'entreprise du futur. 2. Il est irresponsable de vous former au management à la papa. 3. Vous n'aurez plus rien de commun avec le manager que vous étiez. 4. Votre compétence est la variable de votre motivation et pas le contraire. 5. Trop de compétences dures et douces vous poussent à l'échec. 6. Vous mutez de manager à centaure par 240 nuances potentielles. 7. Votre métamorphose est à portée d'épée. Processus signifie pour aller de l'avant. En quoi la connaissance de votre ADN managérial permet-elle d'aller de l'avant? Hier, les biologistes étaient persuadés que les humains n'étaient que le produit de leurs gènes. Nous ne pouvions rien faire pour lutter contre l'obésité d'un enfant. C'était génétique. Nous savons maintenant que nous avons un potentiel d'action sur notre génome. Notre programme ADN peut être transformé par nos comportements. Ce que l'on mange, l'exercice que l'on pratique, notre résistance au stress, le style de vie que l'on adopte, inhibe ou active les tiroirs de nos gènes. Ce programme révolutionnaire a pour nom épigénétique. Alors que pour la première fois de notre histoire, nous mourrons plus de manger trop que de manger trop peu, il devient possible de vaincre l'obésité. Merveilleuse perspective. Et plus merveilleuse encore, ce qui est vrai pour l'individu l'est aussi pour le groupe. Une entreprise comme un être humain vit, meurt, respire, ne respire pas, se développe, s'amenuise. L'entreprise aussi a son programme ADN. Elle se nourrit de comportements managériaux. Ce sont des mèmes. Le mème est à la culture d'entreprise ce que le gène est à la nature humaine. Nous pouvons agir sur l'un et l'autre. Mais alors, puisque la révolution est en marche, pourquoi l'obésité infantile explose-t-elle? Et pourquoi le désengagement atteint-il des sommets? Oui, pourquoi? Parce que ceux qui nous dirigent commettent des erreurs de jugement. Supposons que je sois votre manager. Nous sommes en réunion. Si je vous dessine 2 roues reliées par un cadre, avec un guidon, un pédalier, et que je vous demande ce que c'est, vous me répondrez un vélo. Si je vous demande de monter dessus,
vous serez bien embêté. Mon dessin est une approximation de la réalité. C'est ma carte mentale, ma représentation du monde, alors que le territoire est le monde tel qu'il est. Ma carte mentale de manager est composée d'idées reçues et d'inévitables raccourcis de pensée. Croyant bien faire, je vais m'acharner à transformer vos propres cartes, quitte à les brouiller. Je peux être tenté de vous faire enfourcher le beau vélo McKinsey, doté d'un pédalier 53-39 pour aller vite dans les descentes. Moins d'1 sur 10 prendra ma roue. Plus de 6 pédaleront une fois sur 2, et seulement si je les surveille. 3 sur 10 rétro-pédaleront dans l'intention de me nuire. Les seniors culpabiliseront de ne pas vouloir changer de braquet. Les jeunes qui détestent pédaler dans le vide démissionneront. Les opposants crèveront les pneus démotivés, et les échappés choisiront la fuite vers d'autres cieux managériaux, où l'on peut encore choisir son vélo. L'entreprise gangrénée par mon surplace motivationnel sera menacée. Non, mais quelle idée j'ai eue de vous pousser à grimper en danseuse sur mon vélo de papier. Les transformations managériales échouent parce que nous faisons confiance à une carte du je, J-E, toujours biaisée, alors qu'il nous faut investir le territoire de je, J-E-U, coopératif. Abordons votre leadership. Vous savez qu'il est préférable de gagner ensemble que d'avoir raison tout seul. En répondant aux questions du processus épais, vous acceptez l'idée de comparer vos perceptions aux ressentis de vos N-1. Cet algorithme miroir est unique. Il vous dira ce qui va vous manquer lors de votre mission tout en vous renseignant sur votre potentiel de centaure. Vous serez surpris d'apprendre par la voix de vos N-1 que vous avez de bons mèmes dont vous ignoriez l'existence. Voyons en quoi vous, centaures, allez renouer avec l'engagement des hommes. Vous connaissez les signes noirs? Signes CYGN. Le Bataclan, le Covid, la guerre. Ce sont tous ces événements à faible probabilité, mais à fort retentissement. Ils nous pourrissent la vie. Personne ne sait anticiper les signes noirs. Le manager n'y échappe pas. Il transmet malgré lui sa peur de l'avenir. La ligne managériale, qui était le point d'ancrage dans une France en croissance, est devenue le point de manque en concurrence mondialisée. Que disent ces 5 chiffres sur cette slide? 1. Pour nous tous, lorsque les procédures se contredisent, nous nous économisons. Si c'est pour aller nulle part, nous irons moins vite. 2. Pour le manager, l'ubérisation de la société engendre une inversion du rapport de force qui tourne à l'avantage des N-1. Même 56% des DRH déposent les armes, selon l'étude Robert Walters. Plus personne ne veut être chef. 3. Pour l'employeur, son acharnement au changement dans la stabilité a fait des ravages. Il paye maintenant. 4. Pour l'entreprise, la surestimation du potentiel de l'IA risque de faire dérailler la transformation. 5. Pour la France, le désengagement est et sera le nerf de la guerre économique. Aux États-Unis, par exemple, les managers tombent comme des mouches. Le cabinet Bloomberg vient d'annoncer 30% de licenciements de managers. Zuckerberg trouve impensable d'avoir une structure de management composée de managers qui gèrent des managers, qui eux-mêmes en gèrent d'autres, qui managent d'autres qui font le travail. Ceux qui supervisent le travail des autres ne sont plus indispensables. Nous devons cesser de donner des coups d'épée managériaux dans l'eau. Abandonnons les procédures archi-dépassées et voyons comment affûter votre épée. On est soit manager, soit leader, rarement les deux. Quittons la vision simplifiée à laquelle nous avons été formés par Descartes. Apprenons à dire oui et oui.
Le processus épais réconcilie 9 contradictions apparentes. 1. Il dit oui et oui à la planification du manager et à la vision du leader. En France, 2/3 des organisations ne replanifient jamais. Le Centaure a l'agilité de replanifier dès que nécessaire dans un monde complexe. 2. Il dit oui et oui à la complexité des procédures et à celle de l'humain. Aux États-Unis, we manage things, we lead people. Le Centaure jongle entre management des choses et leadership des hommes. 3. Oui et oui à conformité et créativité. Le manager déteste l'ambiguïté. Il est centré sur la pensée de l'usine dont la vertu cardinale est la conformité. Le leader, lui, aime la créativité. Pour lui, quand 10 personnes réunies dans une même pièce pensent la même chose, elles ne pensent plus. Le Centaure vise la sérendipité. Vous savez, c'est trouvé par hasard. En hybridant ceux qui savent avec d'autres qui ne savent pas. 4. Oui et oui à l'intra et l'interpersonnel. Dotés d'un néocortex bien achalandé, manager et leader soignent leur ego. Le Centaure se détache de lui-même et trouve du talent aux autres. 5. Oui et oui aux innovations incrémentales et de rupture. En améliorant l'existant petit à petit, l'incrémental favorise l'aversion à la perte, ce biais cognitif qui bloque tout changement. Le Centaure pousse à la rupture et remet en cause l'existant à tout instant. 6. Oui et oui au compliqué et au complexe. Les managers utilisent des solutions compliquées d'hier pour résoudre les problèmes complexes d'aujourd'hui. Les leaders, eux, voient du complexe partout. Le Centaure ne confond pas les deux et fait émerger des solutions ad hoc. 7. Oui et oui à la confiance en soi et à la confiance dans la relation à l'autre. La confiance en soi du manager suffisait hier. Elle est contre-productive quand le leader charismatique la transforme en surestimation de soi. Le Centaure transmet sa confiance aux autres plutôt que de la faire grandir pour lui seul. 8. Oui et oui à la morale et à l'éthique. La morale parle à notre raison. L'éthique est à l'écoute de nos émotions. Le Centaure ne calme pas la peur par voie de raisonnement. Il se met au diapason émotionnel. 9. Oui et oui à l'efficacité et à l'efficience. Le manager a une propension à être efficace quand le leader cherche l'efficience. Le Centaure ne confond pas le chemin efficace avec le but efficient. De la même façon que H2O a des qualités que ne possède ni H ni O, le Centaure est autre chose que la somme des savoirs du manager et de ceux du leader. Voyons comment il tisse des liens nouveaux par la motivation. La compétence est une locomotive qui tire difficilement un wagon quand la motivation en tire 100 allègrement. L'image est parlante, non? Alors pourquoi confondons-nous les deux? Le compétent sait faire, sa compréhension est rationnelle. Le motivé veut faire, son implication est émotionnelle. Motiver, c'est faire passer de la compréhension rationnelle à l'implication émotionnelle. Hier, en croissance, la motivation était automatique. Elle ne l'est plus. C'est la mission essentielle du manager que de fabriquer la motivation du collaborateur. La motivation est le cœur du réacteur de notre processus épais. Il existe 2 typologies dysfonctionnelles de managers. Il y a ceux qui méprisent la motivation et ceux qui la surestiment. Les premiers sont des cartésiens, pour qui la relation humaine est superflue. Ils croient que la motivation est une simple variable d'ajustement et disent « je laisse ce jouer au RH, moi j'ai du travail ». Ils ignorent que, pour agir intelligemment, l'intelligence seule ne suffit pas. L'entreprise est en danger. Les seconds sont des comportementalistes qui mettent tous les œufs de la performance dans le panier motivationnel. Ceux-là disent « fais comme tu sens, ça sera bien ». Ces managers font naître une génération d'inconscients.
en surestimation d'eux-mêmes. Ainsi la Terre est redevenue plate pour un Américain sur 4. Quand on renonce à l'apprentissage des savoirs fondamentaux, on laisse la place aux croyances. L'entreprise est aussi en danger. Le savoir-faire, c'est le moteur. Il est réglé en volonté par notre cerveau rationnel. L'envie de faire, c'est la boîte de vitesse. Elle est assemblée en plaisir par notre cerveau émotionnel. Il est stupide d'opposer nos cerveaux. Il est aussi stupide de faire rouler en première au volant d'une Ferrari que de faire croire que l'on peut gagner les 24 heures du Mans au volant d'une 2 chevaux. Premier cas. Le collaborateur compétent pas motivé, en bas à droite. Il va droit au conflit s'il est ignoré par son manager. Soit il rate pour attirer l'attention, soit il s'économise. Deuxième cas, en haut à gauche. Le motivé pas compétent peut prendre la grosse tête. Et la pression d'un manager qui s'impatiente pousse au burn-out. Troisième cas, en bas à gauche, le collaborateur pas compétent, pas motivé connaît l'entropie, l'absence totale d'énergie, qui l'amène au bore-out. Quatrième cas, le compétent motivé se tient à équidistance de l'angoisse de ne pas réussir et l'ennui de réussir trop facilement. Autour de vous, arrivez-vous à distinguer les managers moteurs des leaders boîte de vitesse? Voyons comment le centaure fait passer tout collaborateur à la vitesse supérieure. Notre processus réconcilie compétences dures et douces. Grâce à l'IRM, les neuroscientifiques suivent la trajectoire de nos pensées et de nos émotions. Que constatent-ils? Nos compétences dures campent dans notre cerveau rationnel, le néocortex. C'est notre cavalier. Ce cavalier donne le sens, il commande et maîtrise sa monture, il adresse un message par le haut. Nos compétences douces se trouvent dans notre cerveau émotionnel. Le limbique, c'est notre cheval. Il est à l'écoute de nos sens. Il éprouve avant de penser, prêt à s'emballer. S'il a peur, il se cabre. Il envoie un message par le bas. Le cavalier est idéal par temps social stable. Le cheval prend le pouvoir par temps social instable. Lorsque le stress s'installe, tout dirigeant peut perdre les pédales. Son cheval désarçonne, le cavalier émérite qu'il est, et prend le pouvoir. Le cheval a beaucoup de mémoire. Citons Henri Laborie, le père des antidépresseurs. L'émotion est la condition de la mémoire à long terme et de l'apprentissage. C'est aussi ce qui permet le rapport à l'autre. S'il reste droit dans ses bottes de cavalier, le manager entretient un mauvais rapport à l'autre. Quand j'ai peur, j'ai peur. Et ce n'est pas en niant ma peur que mon manager la fait disparaître. Mon émotion l'emporte sur ma raison et gagne toujours à la fin. Premier cas, en bas à droite. Le cavalier dominant constitue la norme en entreprise. Il empile des couches de conformité sans tisser de lien entre elles. Un jour ou l'autre, le cavalier tombera de cheval. Deuxième cas, en haut à gauche, le cheval dominant empile des couches de créativité. Le cheval fougueux qui s'emballe fera aussi plonger l'entreprise. Et ce n'est pas en juxtaposant 48 soft skills qu'on parvient à maîtriser nos montures émotionnelles. Non, ça c'est de l'horoscope managérial. Troisième cas, en bas à gauche, sans cheval et sans cavalier, l'entreprise ne voyage pas loin. Quatrième cas, en haut à droite, le cavalier avec le cheval vont dans la même direction. Il ne faut plus opposer compétences dures et douces. Voyons comment procéder. Sans doute connaissez-vous l'histoire de ce manager qui a perdu sa boîte à outils procédurale et qui la cherche compulsivement sous un réverbère. Un passant bienveillant lui propose de l'aider. Ils cherchent ensemble, sans succès. Vous êtes bien sûr de l'avoir perdu ici? Non, mais ici j'y vois clair. On peut sourire, sauf si ce manager est le nôtre. Lorsque nous ne comprenons plus le monde que nous contrôlions si bien hier,
nous le décrétons paradoxal et le rejetons. L'incompréhension que notre manager refuse de s'avouer le met en péril et met en péril l'entreprise. Notre processus rompt avec les idées reçues et propose une autre façon de penser. Il est paradoxal. Le centaure ne fuit pas l'ambiguïté, il s'en repaît. Il est agile en étant à la fois une chose et son contraire. Il est yin et yang, rationnel et émotionnel. Il évite les actions mutilantes comme le binarisme, le manichéisme. Il sait que le raisonnement en silo produit plus de cécité que de lucidité. Notre processus est systémique. Il dévoile votre capacité à affronter la contradiction entre exigence et reconnaissance, ambition du futur et passion au présent, positivité et autorité, efficacité et efficience. Il conforte votre penchant naturel et complémente avec la qualité inverse. Notre processus tisse du lien entre ces 4 contradictions apparentes. Vous êtes en train de vous dire, mais ce processus est rien d'autre que le « en même temps » tellement décrié. Pas du tout. Reprenons notre manager du début. Quand les signes noirs se multiplient, il est perdu. Il égare sa boîte à outils, il a peur et en ruminant des pensées négatives, il court à sa perte. Pour ce manager, trop de limbique tue sa réflexion. En pareille situation, Emmanuel Macron, lui, continue de réfléchir. Il contrôle à tel point ses émotions qu'il n'agit pas. Il n'est jamais dans la zone, ce moment rare, où il n'y a aucune différence entre l'intention et l'action. Dans son cas, trop de néocortex tue l'action. Le « en même temps » lorsqu'il n'est qu'en mots n'a aucune portée. Sur les réseaux sociaux aussi, le monde est noir ou blanc. Aucune place pour l'ambiguïté. À contre-courant, notre processus ne priorise ni le néocortex des droits dans leurs bottes, ni le limbique des gilets jaunes. Il remet l'église rationnelle au milieu du village émotionnel. Notre processus s'appuie sur l'observation clinique pendant 30 ans, de 3 millions de data sur les pratiques managériales. Sa vocation est de terrasser l'entropie. Pour le centaure, le processus 1 met en lumière ce qui ne doit surtout pas changer. 2 synchronise cartes et territoires. 3 amplifie le changement par des rétroactions positives. 4 réduit le dysfonctionnel par des rétroactions négatives. 5 sait quelle voie emprunter parmi 240 pour se mettre en synchronicité avec l'équipe. Ce qui est aujourd'hui un paradoxe pour nous sera pour la postérité une vérité démontrée, disait Diderot. Voyons comment affûter votre double tranchant énergie. L'énergie vitale est le premier de nos 4 doubles tranchants systémiques. C'est un défi à la pensée binaire. L'énergie croise les mêmes reconnaissance et exigence, jugées contradictoires par la plupart d'entre nous. La reconnaissance est notre besoin fondamental. Sans elle, nous mourrons. En manque, nous développons des comportements inadaptés. En trop, elle nous pousse à la surestimation de nous-mêmes. Premier cas, en bas à droite. L'exigence supérieure à la reconnaissance produit des managers négatifs. Ceux qui disent « quoi que tu fasses, c'est mal ». L'entreprise est autoritaire et son turnover est programmé. Le manager dit ce qu'il ne veut pas, souvent l'expression de sa propre peur, et il le dit fort. Et sous stress, ses collaborateurs n'entendent pas sa formulation négative. En effet, il suffit qu'ils disent « n'ayez pas peur » pour que la peur se répande. Deuxième cas, en haut à gauche, la reconnaissance est supérieure à l'exigence. C'est celle du manager réactif. Elle se traduit par « quoi que tu fasses, c'est bien ». Le manager est paternaliste, il aime ses collaborateurs.
La reconnaissance inconditionnelle se retourne contre ce manager quand il devient plus difficile aux collaborateurs de faire ses objectifs. Là aussi, turnover. Troisième cas, en bas à gauche, ni exigence ni reconnaissance engendrent des managers dépressifs. En entreprise publique, parfois, l'énergie vitale ne circule plus. Certains démissionnent malgré le statut protecteur. Quatrième cas, reconnaissance et exigence à la fois déclenchent la proactivité. La reconnaissance conditionnelle avec un « c'est bien ce que tu fais si » met en mouvement le collaborateur. Notre processus abandonne l'exigence de résultat au profit d'une exigence de progrès. Ce processus miroir montre 60 trajectoires managériales possibles pour favoriser la proactivité de tous. Le projet, notre deuxième double tranchant systémique, est également un défi à la pensée binaire. Ce paradoxe croise les mêmes ambitions du futur et passions au présent, que nous le voulions ou non. Nous sommes dotés de ces deux tendances antinomiques et nous les confondons. La confusion est entretenue par ceux qui estiment interchangeables le programme à court terme et le projet à long terme. L'ambition du futur, c'est une vision partagée qui fait sens et donne l'espoir. La passion au présent, ce sont des savoir-faire opérationnels qui procurent la légitimité. Premier cas, en bas à droite, le passionné au présent cherche la conformité. Il possède l'esprit d'analyse et regarde dans le rétroviseur pour prendre ses décisions. Il n'est pas en appétit du futur. Il veut maîtriser l'avenir comme s'il devait être le simple prolongement du présent. Hier, ce manager faisait ses objectifs. Ce ne sera bientôt plus le cas. Conflit à venir. Deuxième cas, l'ambitieux du futur a une forte capacité à se projeter. En haut, à gauche. Il a le goût du risque, l'audace, l'aventure. Il est inspiré, mais seul, car il n'arrive pas à communiquer avec les passionnés au présent qui ne parlent pas la même langue que lui. Alors il les exhorte à l'action, qu'il ne sait pas initier lui-même. Le conflit est aussi à venir. Troisième cas, en bas à gauche. Le manager ouvre grand la porte de l'absentéisme, notre fléau national. Le désengagement est la traduction du manque de vision des gouvernants et l'inanité des procédures pas plus appliquées que remises en cause. Quatrième cas, en haut à gauche, à droite, ambition et passion conjuguées réconcilient passé, présent et avenir. Flaubert disait « L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, et c'est pour ça que le présent nous échappe ». Notre processus miroir montre au centaure 60 trajectoires managériales potentielles pour éviter que le présent n'échappe au collectif. L'éthique, troisième double tranchant systémique, est encore un défi à la pensée binaire. Le paradoxe éthique croise les mêmes comportementaux universels que sont l'autorité et la positivité. Tout manager est inégalement doté de ces deux tendances antinomiques. L'autorité n'est pas un mauvais comportement. Pas un collectif ne peut vivre sans règles qu'il fait respecter. L'autorité est saine. En revanche, si on lit l'Antigone de Sophocle, on découvre les ravages de l'aveuglement résultant de la scrupuleuse application des normes. L'autorité pour l'autorité est malsaine. L'autorité est morale. Elle s'impose à nous par la voie de notre cavalier néocortex. Il peut arriver ainsi que nous soyons moraux en pensée et immoraux en acte. La positivité, elle, est éthique. Elle cherche l'adhésion par la voie de notre cheval limbique. L'éthique, ce sont les valeurs que nous mettons en œuvre sans effort, parce que nous les incarnons. C'est ce que l'on fait par amour. Premier cas. Plus positif qu'autoritaire, le manager parie sur l'idée que l'humain est bon par nature. Dans une structure en croissance, son parti pris est viable. Mais pour peu qu'il enregistre des comportements déviants, il risque d'être tenté par un autoritarisme contre nature. Deuxième cas, plus autoritaire que positif, le manager se réfère à des normes établies et manque d'agilité. Les démissions vont se multiplier.
Troisième cas, ni autoritaire ni positif, le manager sans boussole s'expose à toutes les transgressions, parce que personne n'est naturellement bon et que sans surmoi social, chacun peut être tenté par l'inacceptable. Quatrième cas, autoritaire et positif. Notre processus se veut téléologique, c'est-à-dire focalisé sur le but, le pourquoi qui fait sens. Quand l'entreprise classique met en place une déontologie, c'est-à-dire un chemin, un comment qui inhibe. Le centaure s'attache à voir où va l'entreprise autant que comment elle y va. Notre processus miroir lui révèle 60 nuances potentielles. L'efficience, quatrième double tranchant, systémique, est toujours un défi à la pensée binaire. Nous devons cesser de prendre l'efficacité pour de l'efficience. La loi de Federer est la parfaite illustration de ce paradoxe. Ce génie du tennis a joué 1526 matchs dans sa carrière. On l'a toujours cru efficace. Pas du tout. Il n'a gagné qu'un point sur deux, 54%. Tous les pros du tennis en sont là, eux aussi, sinon ils cesseraient de jouer. Si son efficacité est banale, son efficience, elle, fut magistrale. En ayant remporté 80% de ses matchs, il était de loin le meilleur sur les points cruciaux. Premier cas. Plus efficient qu'efficace, le manager mène son équipe à la carotte. Si la carotte n'est pas plus attractive ou hors de portée, turnover. Nous en avons plein des joueurs de tennis promis un bel avenir qui ont disparu des radars. Deuxième cas. Plus efficace qu'efficient, le manager impose des procédures, sans les expliciter, ni parfois même les comprendre. Ils sont légion, les joueurs de tennis qui répètent les mêmes gestes à l'infini sans savoir dans quel but. Ils gagnent peu et sont désemparés devant l'imprévu. Troisième cas. Ni efficient ni efficace, le manager décide de tout et ne laisse entrevoir aucun avenir. Il fait de ses collaborateurs des Sisyphes. Sisyphe était cet homme condamné par les dieux à pousser un rocher de haut en bas et de bas en haut d'une colline pour l'éternité. La carrière tennistique de Tsitsipas, pour ceux qui connaissent, est compromise dès lors que son entraîneur de pair, qui croit bien faire, lui fait pousser son rocher sans fin. En football, rappelez-vous du temps où on se satisfaisait d'avoir la meilleure possession du ballon, sans jamais marquer. Quatrième cas. Efficient et efficace. Notre processus vise à réconcilier perception et perspective. Oh, que c'est difficile. Celui qui n'aime pas ce qu'il fait est pressé d'en finir, et dans ce cas, il rate. À l'inverse, celui qui aime ce qu'il fait est en plaisir. Il n'est pas pressé d'en finir et ne tient pas les délais. Alcaraz, notre nouveau prodige, est efficace et efficient. Il n'est pas en plaisir parce qu'il gagne, mais il gagne parce qu'il est en plaisir. Le centaure pratiquera l'optimisme paradoxal. Il saura mettre en plaisir et atteindre le but d'autant plus aisément qu'il ne le cherche pas. Notre processus miroir lui dévoile 60 façons d'y parvenir. Hier en croissance, les erreurs de management passaient inaperçues. Aujourd'hui, elles sont criantes. Elles sont toutes là, sous vos yeux, en bleu. En bleu, 180 façons de donner des coups d'épée managériaux dans l'eau. En bleu, sous Covid, l'épée de Damoclès fut brandie à mauvais escient par nos dirigeants. Vous savez sur qui? Sur nos jeunes. Selon le rapport AXA, 39% des 16-25 ans, 39%, sont en détresse psychologique depuis la pandémie. Ils remplissent les cabinets de psy parce que nos technocrates ont transmis leur propre angoisse malgré eux au lieu de la maîtriser. Plus personne ne supporte ce type de management. En bleu aussi, l'épée feinte est l'arme des managers cyniques, ceux qui se moquent du bien-être commun et ne raisonnent qu'en termes de carrière. Ils feignent l'humilité en public et pratiquent l'humiliation en interne. Les cyniques font leur nid au sein du CAC 40
où il est de coutume de licencier avant résultat trimestriel pour satisfaire les actionnaires. Nos jeunes épris de valeur se détournent de ce management hypocrite. En bleu toujours, l'épée émoussée est celle des managers qui aimeraient bien se préoccuper du bien-être collectif, mais pris par l'urgence du quotidien, oublient parfois. Vous connaissez cette entreprise qui nous fait perdre des kilos à coup sûr? Elle se garde bien de nous dire que nous les reprendrons. S'il est efficace de perdre 15 kilos en 3 mois, c'est dommage que ce soit si provisoire. 80% des managers sont tiraillés par des injonctions paradoxales qui exhortent au changement dans la stabilité. Vous faites de votre mieux, mais comme 7 managers sur 10, vous n'en pouvez plus. Nous prenons le contre-pied de toutes les procédures classiques de gestion de la performance. 1. Notre processus n'est pas déclaratif, mais miroir. Il suit l'ubérisation de la société qui inverse le rapport de force. C'est vous qui êtes dans l'éprouvette. Vos N-1 décryptent votre ADN managérial parmi 240 combinaisons possibles. 2. Notre processus n'évalue rien, il compare. Statistiquement, il est démontré qu'une comparaison mécanique élimine 50% des erreurs de jugement d'une évaluation clinique. 3. Notre processus n'est pas en perception, mais en perspective. C'est un feedback développemental objectif, tourné vers l'avenir et non plus une appréciation subjective des performances passées. Vous savez qu'avant 2030, l'IA vous remplacera dans toutes vos tâches répétitives. Notre processus montre quel tranchant de votre épée personnelle il vous faut affûter pour rester propriétaire de votre futur et acteur de la transformation de votre structure. Vous vous lancez? Christian Gourmelot. Merci de votre attention.